Merci Martin pour cet accueil. Bonjour à tous. Alors, en quelques minutes, je partirai du constat d'une augmentation avec le temps de l'alimentation hors foyer en France. Mais l'alimentation hors foyer en France n'est pas une nouveauté. Ses modalités le sont peut-être, mais je vais dire que par nécessité ou par choix, nombre de Français ont pris leur repas ou se sont nourris hors de leur domicile depuis longtemps. Vous arrivez à m'entendre? Et là? Encore un peu? C'est mieux? Bon, donc l'idée de départ, celle que vous n'avez pas entendue, c'est que l'alimentation hors foyer en France augmente, on part de ce constat, mais ce n'est pas une nouveauté. Je dirais aussi qu'en la circonstance, la France n'est pas une île. Et les évolutions qu'elle connaît s'inscrivent dans le cadre d'une histoire que l'on va dire européenne, voire occidentale, ou peut-être même, on disait tout à l'heure, globale, planétaire. Même s'il y a sans doute des spécificités françaises. Alors, je vais essayer, je le disais, de tracer un tableau historique en quelques minutes de ces pratiques. Bon, c'est une gageure, hein, c'est impossible. Je vais donc limiter l'ampleur de ce tableau. Je ne remonterai pas à l'Antiquité, je vous rassure. Bon, j'en serais bien incapable. Je me concentrerai sur la période qui m'est la plus familière, c'est-à-dire la période contemporaine. Disons que je placerai mon point de départ à la fin du XVIIIe siècle, ce que font beaucoup d'auteurs, parce que la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, vous le savez, est un moment majeur de notre histoire, celui de l'entrée dans l'ère industrielle, une ère industrielle qui a si profondément transformé nos sociétés, et donc nos pratiques sociales et culturelles, donc nos pratiques alimentaires. Alors, le contexte, faut-il que j'insiste, est celui de l'industrialisation, de l'urbanisation, de sociétés qui se transforment fondamentalement, qui perdent progressivement, mais assez rapidement, leur dimension rurale, et dans lesquelles, si on utilise les nomenclatures habituelles, les secteurs secondaires et tertiaires d'activité prennent de l'importance jusqu'à ce que le tertiaire s'impose dans nos sociétés post-industrielles à la fin du XXe siècle. Alors, je dis simplement qu'il est indispensable d'avoir ce schéma en tête, même simplifié à l'extrême comme je viens de le faire, pour comprendre les évolutions dont je voudrais parler maintenant. Alors, cela dit, si je commencerais mon histoire, mon panorama historique au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, il serait absurde du point de vue historique, ou d'un point de vue historique, de penser que la fin du XVIIIe siècle est un point de départ absolu, qu'il ne s'est rien passé avant, et qu'en matière d'alimentation, la période antérieure est une période de stabilité absolue. Dans un article très important qui a été publié en 2004 dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine, Martin Bruegel, qui est ici et qui a introduit cette table ronde, expliquait à propos de l'alimentation au travail dans le monde industriel en Suisse au XIXe siècle, puis il élargissait un peu le tableau à l'ensemble de l'Europe. Il expliquait, et je le cite, qu'il existait un véritable secteur du prêt à manger dans les villes du Moyen-Âge et des temps modernes, où, je continue à le citer, loin de leur logis, les ouvriers d'atelier, aussi bien que les maçons et charpentiers, viennent s'approvisionner. Il faudrait ajouter que par nature, le monde agricole est un monde où l'on mange quasi quotidiennement sur le champ, c'est-à-dire le lieu, et que de tout temps et en tout lieu, les voyageurs ont eu besoin d'un gîte et d'un couvert. Mais je choisis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle comme point de départ, du fait de cette accélération du phénomène et de son changement de nature. Alors, je m'en tiendrai à quelques remarques très brèves. Je m'en tiendrai à 3 remarques. La première, sur le choix et la nécessité. Peter Scholars, dans un livre collectif récent, une histoire culturelle de l'alimentation, propose une synthèse de ces questions
et en particulier pour ce 19e siècle qui est si décisif. Il propose une typologie qui est une typologie intéressante, dont on peut sans doute nuancer le cadre, on peut discuter les frontières, elles ne sont pas étanches, mais qui me semble valable jusqu'à nos jours. Il explique qu'il y a 3 grandes raisons de manger hors foyer. Donc c'est du classique, je vous les énumère: le travail, le voyage, le plaisir. Alors, au travail, quand il n'est plus possible de rentrer à la maison, quand la distance entre le domicile et le lieu de travail est trop grande, les ouvriers ou les employés se nourrissent sur place. Sans entrer dans les détails, l'évolution est à la réduction de la part de la nourriture apportée de la maison, la gamelle qu'on évoquait tout à l'heure, qui était consommée dans l'atelier, au bureau ou dans les réfectoires qui apparaissent un peu partout en Europe et en particulier en France à la fin du XIXe siècle du fait de la législation, en particulier pour des questions d'hygiène. L'évolution, elle est à l'augmentation donc de la consommation de produits qui sont achetés à proximité du lieu de travail, soit dans des stands de rue, dans des crèmeries ou progressivement dans des établissements spécialisés dans la nourriture rapide, soit aussi dans des bouillons, comme on dit à l'époque, ou chez les marchands de vin, chez tous ceux qui servent ce qu'on appelle l'ordinaire, ou ce qu'on appelle parfois au XXe siècle le menu ouvrier, un menu à prix fixe. L'alimentation hors foyer se produit aussi fréquemment dans le secteur privé ou dans le secteur coopératif. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, on voit se multiplier les cantines dans les entreprises qui jouent un rôle essentiel pour l'alimentation hors foyer au travail. Donc, au travail, je ne vais pas plus loin. Deuxième raison de manger hors foyer, en voyage. Est-ce qu'il est utile que je développe des évidences? Le XIXe siècle et le XXe siècle, ce sont 2 moments de révolution des transports, de révolution considérable, et de nouvelles formules de consommation alimentaire hors foyer se développent en relation avec ces transformations du monde du transport. Chemin de fer, automobile, avion, j'ai dit que je n'insistais pas sur les évidences. Mais on voit se développer tout un secteur de nourriture plus ou moins élaboré dans les gares ou à proximité. Alors, plus ou moins élaboré, le buffet de la gare qui ouvre en 1901 à Paris, celui qui est devenu en 1963 le train bleu, à la gare de Lyon, eh bien, on n'est pas dans le rapide, on est dans quelque chose qui tente à la gastronomie, ou en tout cas qui se donne cette ambition. On voit se développer des secteurs plus ou moins élaborés d'alimentation dans les aéroports, le long des routes. Est-ce que je dois évoquer comme seul exemple l'exemple de la famille Trois Gros qui s'installe à Roanne en face de la gare et sur la Nationale 7, qui cumule donc 2 logiques que je viens d'évoquer. Et puis, il faudrait évoquer aussi le secteur de l'alimentation, je dirais, embarqué, celui qui se développe dans les trains, dans les avions. Et puis, bien sûr, il y a le rôle des guides qui facilitent le tourisme gastronomique, et ça nous amène à notre 3e catégorie, la catégorie du plaisir. Alors, il faut attacher à cela peut-être plus simplement les restaurants. Les restaurants qui sont parfois des restaurants fréquentés dans le cadre du travail sont de plus en plus, au cours du XIXe et du XXe siècle, fréquentés en dehors du travail ou du voyage, simplement pour le plaisir et à toutes sortes d'occasions, par toutes sortes de consommateurs. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de choses très connues sur l'origine des restaurants, leur naissance et plus exactement leur lien étroit qui existe avec la gastronomie au début du XIXe siècle, comment ils prennent de l'importance et comment un modèle se diffuse. Alors, je ferai simplement la remarque, je viens de la faire en réalité, que dans le domaine du plaisir, donc des restaurants, comme dans celui du voyage ou du travail, les pratiques de l'alimentation hors foyer font apparaître de très fortes différenciations sociales. La seconde remarque que je ferai, j'ai dit que j'en ferai 3, il faut peut-être que j'accélère, je ne sais pas, je n'ai pas mon chronomètre en main, mais je fais confiance à Martin. La deuxième remarque que je voulais faire, elle touche à ce que le sociologue Claude Fischler a appelé la fonctionnalité et le plaisir.
À toutes les époques, les choix qui sont faits, parce que même quand on n'a pas le choix de manger hors foyer, comme je le disais tout à l'heure, on a le choix de l'endroit où l'on mange et avec qui et ce qu'on mange. Alors, à toutes les époques, les choix qui sont faits obéissent aux logiques de la fonctionnalité et du plaisir, pour aller vite. Principe opposé, nous dit Fischler, mais qui explique bien, selon lui, il travaille sur les périodes récentes et en particulier sur le fast-food à la fin du XXe siècle, eh bien, ça correspond bien à la logique du fast-food. Je pourrais dire que ces logiques sont en fait plus anciennes. La rationalisation de l'offre alimentaire, dont on parlera peut-être tout à l'heure pour la période la plus proche de nous, répond aux logiques d'une augmentation de la demande, des transformations des modes de vie, que j'évoquais tout à l'heure en vous parlant de la révolution industrielle, des transformations du travail, et puis plus globalement d'un autre rapport au temps dans un monde où le temps s'accélère, avec une progressive disparition, plus on s'approche de nous, sans doute, de la séparation entre temps de travail et temps de pause. Cette rationalisation, elle est aussi liée aux logiques de la, on va dire, de l'évolution technique de la filière agroalimentaire. Mais parallèlement à ces évolutions générales, les choix que font les consommateurs obéissent autant que possible au principe de plaisir. Fischler fait la démonstration, lui, que la consommation du hamburger associe le plaisir du goût, plutôt sucré, et le plaisir du geste, c'est-à-dire manger avec ses doigts, et c'est une des raisons du succès. Mais on pourrait expliquer, à d'autres époques, prendre d'autres exemples, que, par exemple au XIXe siècle, que tout le XIXe siècle, en fait, a été un long bras de fer entre ceux qu'on appelait alors les réformateurs sociaux et le monde populaire, les couches populaires. Les réformateurs sociaux invitaient ces couches populaires à fréquenter les cantines, les restaurants coopératifs où la nourriture était plus saine, avec moins de charcuterie, moins de vin et moins cher. Mais les ouvriers en particulier, quand ils avaient un minimum de choix, préféraient toujours, même si c'était plus cher, leur quant à soi, hors de l'usine, et la possibilité de manger ce qu'ils aimaient, et donc ils fréquentaient le secteur privé. Alors, ce qui me conduit à ma troisième remarque. Elle porte sur le bien et le mal. Enfin, je suis désolé. Est-il bien ou mal de manger hors foyer? Alors, je ne vais pas répondre à la question. Simplement, la question a sans cesse été posée tout au long de l'histoire que j'essaye de vous présenter. Les discours des réformateurs sociaux au XIXe siècle sont des discours à haute teneur morale, et on connaît aujourd'hui encore, autour des fast-foods, on évoquait tout à l'heure le hamburger, ou du snacking, comme on l'appelle parfois, des discours de même nature. Alors, ces discours critiques ou hostiles à l'alimentation hors foyer se sont toujours parés de, on va dire, d'un voile de santé publique. L'anti-alcoolisme au XIXe siècle, par exemple, ou l'hygiène alimentaire, plus généralement, enfin, je n'insiste pas pour l'instant, et puis, enfin, on va dire la diététique, puisque c'est également un argument qui est fréquemment utilisé aujourd'hui. On ajoute peut-être une dimension supplémentaire actuellement, qui est celle de la perte des identités alimentaires. Alors, si j'approfondis un tout petit peu deux exemples, les discours philanthropiques cachent des logiques économiques, qui sont celles de la rationalisation du travail, des logiques sociales, qui sont celles de la défense d'un certain modèle bourgeois, et des logiques qui sont des logiques politiques. C'est la crainte politique et sociale, c'est la crainte du peuple, un peuple qui a des pratiques malsaines. On est au siècle de l'hygiénisme, au XIXe siècle, et puis derrière le cabaret, enfin derrière l'alcoolisme, il y a le cabaret, et derrière le cabaret, il y a la sédition. Bon, on cherche donc, ces discours cherchent donc à dégager l'ouvrier du marchand de vin, de le conduire
à la cantine, à un moment donc où la rationalisation du travail réduit la pause méridienne et rend impossible le retour au foyer. Dans une période plus récente, deuxième exemple, dans une période plus récente, les sociologues ont montré, enfin un constat qui est assez facile à faire, ont montré l'individualisation, la déstructuration des pratiques alimentaires. Une individualisation et une déstructuration qui n'est pas propre à l'alimentation, que l'on retrouve dans toutes les pratiques culturelles, vous le savez, la télévision, la façon de consommer la télévision, la musique, l'Internet, etc. Donc on est à un moment d'un profond bouleversement culturel, de civilisation. Alors cette individualisation et cette déstructuration nourrissent des discours qui sont très alarmés sur la perte d'une certaine culture, alimentaire en l'occurrence, et la disparition d'un modèle stable qui est le modèle de la famille. Une famille qui se ressoudait plusieurs fois par jour autour du repas, eh bien cette question de la famille qui hante aujourd'hui nos réflexions sociales, elle était déjà celle des philanthropes du XIXe siècle. Donc j'arrête là, je n'ai posé que quelques tout petits éléments sur la table, mais je souhaite que vous puissiez entendre la suite, et donc je ne prive pas les autres de la parole.